Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. Dans l'actualité de ce soir, l'affaire Karim Wade, ça ne parle pas le même langage au sein du gouvernement depuis la réunion de Genève. Qui a raison, qui a tort? Seydi Gassama de Amnesty International déclare que l'image du Sénégal est en jeu. Selon lui, il faut appliquer les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Nous irons à Kolda, plus précisément dans la commune de Tieti. Une grosse partie de sa jeunesse a péri ou disparu en mer en voulant rallier l'Europe. Les rares jeunes qui ont eu la chance de revenir ne veulent plus entendre parler d'immigration clandestine. Ils se sont confiés à notre correspondant Seydou Diatta. Le portrait du jour rend hommage à une dame handicapée et qui veut devenir mannequin. Parce que chacun est unique, Yaman Ndiaye, 41 ans, rêve de briller sur le podium des plus grandes marques du monde. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. C'est une première. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies basé à Genève se réunit en Afrique et ce sera à Dakar à partir de demain lundi. Cette rencontre se tient dans un contexte de vive polémique sur l'affaire Karim Wade. Sa réhabilitation supposée démentie par le ministère des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, Sam Ndiaye Seck, directeur de cabinet du ministre de la Justice, et Moustapha Ka, directeur des droits de l'homme au ministère délégué chargé des droits de l'homme, sont convoqués demain par le ministre de la Justice, Maître Malick Fall. Ils risquent de perdre leur emploi. Alassane Samba Diop. C'est la première fois que le Comité des droits de l'homme s'est réuni en Afrique. Et c'est le Sénégal qui l'accueille pour 3 jours. Autour du président Macky Sall, il y aura les ambassadeurs des 47 pays membres du comité basé à Genève. Cette réunion intervient au moment où la polémique reste vive autour du passage du Sénégal la semaine dernière à Genève devant le comité des droits de l'homme. Là-bas, le directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice, le magistrat Moustapha Ka, avait parlé de la réhabilitation et de l'indemnisation de M. Karim Wade. Position réfutée par le ministère des Affaires étrangères. Pourtant, dans sa livraison du jour, Jeune Afrique affirme qu'une note verbale envoyée par le Sénégal avait déjà évoqué la position du Sénégal répétée par le directeur des droits de l'homme du Sénégal. D'ailleurs, Moustapha Ka, Sam Ndiaye Seck, directeur du cabinet du ministre de la Justice, sont convoqués ce lundi pour explication. Selon nos informations, ils risquent de perdre leur fonction. Madame Fatou Gaye, de la mission diplomatique à Genève, va être rappelée à Dakar. C'est dans ce contexte que le comité tient son retreat, c'est-à-dire sa retraite pour 3 jours à Dakar. Depuis sa création en 2006, c'est la première fois qu'un diplomate sénégalais le dirige. C'est l'ambassadeur du Sénégal à Genève, Coly Seck. Ce dossier de Karim Wade agité à Genève il y a quelques jours a fini par créer une cacophonie au sein du gouvernement. On ne sait plus qui a raison et qui a tort. Les invités de l'émission L'Heure du Temps de ce dimanche pointent un défaut dans la communication gouvernementale. Il s'agit de l'enseignant-chercheur Jean-Charles Biagui et de l'essayiste Hamidou Anne. Le récit de Omar Khan. C'est l'enseignant-chercheur en sciences politiques Jean-Charles Biagui qui donne le ton. Pour lui, il y a un malaise dans la communication gouvernementale. Je cite, « Nous sommes dans un pays où les fonctionnaires n'ont pas généralement une certaine liberté de ton. Si les fonctionnaires du ministère de la Justice ont cette liberté, ça pourrait susciter des questions. » Fin de citation. Jean-Charles Biagui de demander si est-ce que réellement ils avaient mandat pour parler de ce dossier comme ils l'ont fait, ou bien ont-ils outrepassé leurs limites, des questions auxquelles il dit attendre des réponses. Selon lui, la réaction du ministère des Affaires étrangères, après que les propos du ministère des Droits humains, Moustapha Ka, ont été rendus publics, prouve qu'il y a un réel problème de communication dans ce dossier. Je cite, « Dans les systèmes politiques contemporains, la communication gouvernementale occupe une place importante. Ce que vous dites et comment vous le dites sont des choses importantes. D'une manière générale, il y a un malaise doublé peut-être d'un dilemme. Le dilemme est que le gouvernement sénégalais est dans une posture de réconciliation. Il y a cette volonté de désamorcer la crise, d'apaiser le climat politique. En même temps, il y a la volonté de ne pas remettre Karim Wade au centre du jeu pour des questions électoralistes légitimes. C'est la politique politicienne à la sénégalaise, a estimé
M. Biagui. Ayant travaillé au ministère des Affaires étrangères, Hamidou Anne lui reconnaît qu'il y a un problème de coordination sur ce dossier. Je cite, « Nous n'avons pas l'habitude de voir des fonctionnaires tenir des discours qui ne proviennent pas de leur hiérarchie. Il y a un principe d'interministérialité. Que des fonctionnaires du ministère de la Justice et ceux des Affaires étrangères se lèvent pour aller à Genève sans aucune coordination, c'est un problème. En matière de diplomatie, l'État du Sénégal parle d'une seule voix. » Fin de citation, a rappelé l'essayiste, auteur de Penser l'Afrique qui vient. Pour M. Anne, le dossier Karim Wade constitue un vrai problème pour l'État du Sénégal, car depuis 8 ans, l'État ne parvient pas à se départir de ce dossier. S'il en est ainsi, estime Hamidou Anne, c'est parce que ce dossier n'est pas seulement juridique, il est aussi politique. Et c'est ce facteur qui crée beaucoup plus de problèmes. Et ce dossier n'est pas seulement judiciaire, il est aussi politique. Et en attendant d'y voir un petit peu plus clair dans cette affaire de Karim Wade, Seydi Gassama exhorte l'État du Sénégal à appliquer les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour, dit-il, éviter de ternir l'image du Sénégal. Invité du jury du dimanche, le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal soutient qu'il serait injuste de sanctionner ces hauts fonctionnaires qui ont dignement représenté le Sénégal à Genève, Cheikh Hassan Fall. Étant à la tête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies depuis 2018, le Sénégal est dans l'obligation d'appliquer les recommandations du Comité des droits de l'homme, surtout pour l'affaire Karim Wade. C'est cela la conviction de Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Oui. Aujourd'hui, il faut réparer. Il faut mettre en œuvre, évidemment, la décision du Comité des droits de l'homme, oui, à savoir réviser le procès de Karim Wade. Il faut le réviser. Les révisions de procès sont effectivement prévues par la loi sénégalaise. Il faut réviser le procès. Il faut mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l'homme. Si on est une nation civilisée qui respecte sa signature et ses engagements, on doit réviser ce procès. Donc, on ne peut pas avoir un tel niveau de responsabilité au niveau international et dire je n'applique pas ces recommandations pour des raisons politiques. Le méli-mélo, noté au sein des institutions après le retour des diplomates du Sénégal de Genève, est inconcevable selon le droit de l'homiste qui s'oppose à une sanction contre ces hauts fonctionnaires. Je désavoue entièrement ces sanctions. Les réponses qui ont été données par le procureur K, par Moustapha K, sont exactement les réponses qu'un État responsable aurait données face à une interpellation des Nations Unies. C'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Et moi, je ne peux pas croire qu'à un niveau aussi haut de responsabilité, il puisse y avoir des dissonances. Pour Seydi Gassama, c'est déjà une bonne chose que le Sénégal ait présenté un rapport devant le Comité des droits de l'homme, mais selon lui, appliquer les recommandations issues du rapport ne ferait que glorifier notre nation. Et parmi les recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU figure la dépénalisation des délits de presse. Selon Seydi Gassama, ce point devrait être concrétisé puisque les journalistes sénégalais sont assez responsables. Voici un extrait de l'entretien avec Mamadou Ibra Kane. J'ai beaucoup échangé avec les députés avant même l'adoption du code. Oui. Chacun invoque sa petite histoire avec la presse pour dire que voilà, je ne suis pas d'accord que ce soit dépénalisé. Mais vous savez, les pays où on a dépénalisé en Afrique, est-ce que ces pays ont brûlé? Vous croyez que les journalistes dans ces pays sont plus responsables que les journalistes sénégalais? Ils sont mieux formés que les journalistes sénégalais? Non, il faut aller vers une dépénalisation. Et je pense que si le président voulait réellement cette dépénalisation, on sait le pouvoir d'influence qu'il a sur ses députés. S'il voulait réellement que ce soit dépénalisé, on aurait la dépénalisation. Maintenant, il y a aussi le revers de la médaille, parce que pendant que nous dialoguions avec les députés sur cette question, il semblerait que beaucoup de patrons de presse également n'étaient pas favorables. Khalifa Ababakar Sall va parler aux Sénégalais demain lundi. Une déclaration très attendue depuis sa grâce présidentielle le 29 septembre prochain. L'ex-maire de Dakar rencontre les membres de la coalition Tahaou Sénégal. Et là, Malick Cissé, Khalifa Ababakar Sall est attendu sur beaucoup de points. Khalifa Sall sera sans nul doute l'attraction ce lundi. En effet, l'ex-maire de Dakar, qui a bénéficié d'une remise totale des peines principales le 29 septembre dernier, fera une déclaration devant ses militants, mais aussi devant la presse nationale et internationale. Ces propos sont très attendus par l'opinion publique et ce sera à l'occasion de la rencontre de Tahaou Sénégal.
Alors, que va dire Khalifa Sall? L'occasion sera peut-être saisie pour l'ex-édile de la ville de Dakar d'expliquer réellement aux Sénégalais son avenir politique. En ligne de mire, les élections locales prévues prochainement. La situation au Parti socialiste. Et oui, sa libération a redonné espoir à ses militants et sympathisants qui rêvent également de le voir briguer le suffrage des Sénégalais à la présidentielle de 2024. La grâce accordée à Khalifa Sall et puis le dialogue national qui est en cours avec les retrouvailles Wade Macky, d'abord à Massalikul Jinan, ensuite au palais présidentiel, traduisent une volonté de décrispation et d'apaisement du climat politique. Dissident du Parti socialiste, candidat déclaré mais exclu de la dernière présidentielle en février dernier. Révoqué de ses fonctions de maire et de député, Khalifa Sall dispose aujourd'hui de 2 possibilités pour poursuivre son combat politique en vue des prochaines échéances. Les élections locales, les législatives de 2022 puis la présidentielle prévue dans 5 ans. Une révision de son procès ou une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Après la grâce présidentielle, la bataille est désormais autour d'une amnistie qui, contrairement à la grâce, pourrait lui permettre de retrouver ses droits civils et politiques. Khalifa Sall était en prison le 7 mars 2017. Il aura purgé près de la moitié de sa peine de 5 ans pour escroquerie sur des deniers publics estimés à 1,830 milliard de francs CFA. Durant son séjour à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, les proches de Khalifa Sall n'ont pas cessé de dénoncer une incarcération politique, ce que le pouvoir a toujours nié. Les tentatives judiciaires pour participer à la présidentielle de 2019 étaient alors restées vaines. Aujourd'hui, une interrogation s'impose. Quelle orientation va-t-il donner à son engagement politique 3 semaines après sa sortie de prison? Réponse ce lundi dans l'après-midi. Et là, je m'Alexis, merci. Direction Kolda, plus précisément à Tieti. La commune, ou bien cette commune, porte encore les séquelles de l'immigration clandestine. Beaucoup de jeunes issus de cette localité ont péri en mer, d'autres sont portés disparus. Cela fait plusieurs années que leurs familles n'ont plus de leurs nouvelles. Et les rares jeunes qui ont eu la chance de revenir auprès de leur famille ne veulent plus entendre parler d'immigration clandestine. Ils regrettent d'avoir tenté l'aventure. Et aujourd'hui, ils se sont engagés dans des activités de sensibilisation sur les méfaits de l'immigration clandestine. C'est du Diata que nous retrouvons dans la région de Kolda. Dans cette partie ouest de la région de Kolda, précisément dans la commune de Tieti, les communautés locales ont payé un lourd tribut au phénomène de l'immigration clandestine. Certaines familles portent encore le deuil de leurs proches, d'autres par contre sont sans nouvelles des leurs depuis des années. Oui, la commune de Tieti fait partie des zones rouges sur l'immigration irrégulière. Et ce village de Sarefili a payé un lourd tribut dans cette immigration clandestine. Personne n'a une idée sur le nombre exact de victimes dans cette contrée. Par contre, de Kolda jusqu'ici, certains parlent d'une 50aine. Aucun bilan officiel n'est disponible jusqu'à ce jour. Mais d'après les témoignages des communautés et l'enquête menée par l'OIM, le nombre de victimes dépasse la limite du tolérable. Il faut donc agir et couper le mal à la racine. Un jeune qui part en immigration irrégulière a quitté une famille. Et quand il revient aussi, il revient dans une famille. Nous avons jugé nécessaire de prendre en considération la dimension femme pour que ces fléaux-là soient diminués dans la région de Kolda. Ça a toujours été comme ça. Notre malheur est qu'à chaque fois qu'un enfant est en difficulté, on accuse souvent la maman de complicité en amont, alors qu'il arrive qu'on ne soit même pas du tout au courant de leur projet. Dans toute la contrée, les rescapés du phénomène de l'immigration clandestine ont opté pour le retour à la terre. Mais les mesures d'accompagnement telles l'accès au financement et l'accès à la terre constituent des barrières difficiles à franchir. L'Égypte pharaonique, sève nourricière des langues et cultures africaines, c'est le titre du nouveau livre de Tamsir Han, un ouvrage de 252 pages dans lequel l'auteur retrace les similitudes culturelles entre l'Afrique noire et la civilisation égyptienne. Compte rendu de la cérémonie de dédicace du livre à Alun Gueye et Augustin Mandan.
Un ouvrage de 252 pages qui parle de l'Égypte pharaonique. Plusieurs thèmes sont abordés dans ce livre, notamment l'apport concernant la linguistique africaine. L'auteur revient sur les motivations de sa publication. Comme vous le savez, l'Égypte, c'est ma passion. Donc, j'ai fait une thèse en Allemagne, en africanistique. Je suis également diplômé de sociologie et philosophie et de linguistique. Et je crois tout cela conjugué à l'intérêt que je porte au travail de Cheikh Anta Diop, qui sont à la base en fait de cet ouvrage, de ce livre qui essaye, comme l'exigeait Cheikh Anta, le retour à l'Égypte dans tous les domaines que nous avons essayé de pratiquer un peu dans cet ouvrage. À travers ce livre, l'auteur explique qu'il veut perpétuer le legs de Cheikh Anta Diop. En lisant Cheikh Anta Diop, je suis tombé en fait sur un certain nombre d'interpellations. Par exemple, dans la parenté génétique de l'Égyptiens anciens et des langues africaines, il dit qu'un jour peut-être, parlant du dictionnaire de la langue égyptienne, qui est en allemand, des chercheurs africains maîtrisant l'allemand vont traduire cet important ouvrage en français, en wolof, etc. Donc je me suis senti un peu interpellé. Et c'était en fait l'un de mes premiers contacts avec la langue égyptienne par le détour de la langue allemande. La deuxième interpellation, c'est quand Cheikh Anta dit dans Civilisation et barbarie, pour nous, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour bâtir un corps de sciences humaines modernes, toutes choses qui m'ont poussé à penser en fait que j'avais compris ce que Cheikh Anta voulait. Le professeur Bouba Diop, qui a préfacé cet ouvrage, recommande aux Africains de lire cette œuvre. J'ai trouvé le livre très profond, très intéressant, pertinent, et j'ai fait la préface. Donc, la diversité des thèmes, la pertinence, le thème sur la place de l'égyptologie dans les sciences humaines et dans les sciences exactes africaines. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très intéressants. J'invite les Africains et ceux qui aiment les civilisations africaines à lire le livre. Depuis la disparition de l'écrivain et scientifique Cheikh Anta Diop, beaucoup de ses admirateurs publient des ouvrages pour perpétuer son héritage. Lors de cette cérémonie, le professeur Bouba Diop s'est aussi prononcé sur cette polémique née autour de la publication des 5 premiers volumes de l'histoire générale du Sénégal. Il assure que le comité va apporter des modifications avec la complicité des différentes familles religieuses. Le professeur Bouba Diop répond à Alioune Gueye. Mais moi-même, je suis coordonnateur adjoint du projet. Donc, ce livre qui vient d'être publié est un complément très utile à ce que nous avons fait. C'est tout à fait compréhensible que des familles religieuses, mais des familles aussi appartenant à telle ou telle région du Sénégal, veuillent apporter des compléments, veuillent apporter également des rectifications. Je pense qu'au niveau du comité, on accepte cela. L'essentiel, c'est que ça soit fait dans les formes et que surtout ces familles écrivent et apportent ces contributions qu'on va examiner et on va voir également comment insérer ces compléments, ces suggestions. Je pense que c'est tout à fait... D'ailleurs, jusqu'à présent, nous les rencontrons et nous acceptons de discuter. Toussaint se prépare chez la communauté chrétienne de Dakar. Après le cimetière de Bel-Air, celui de Saint-Lazare a été nettoyé ce dimanche en vue de la commémoration des morts le 1er novembre prochain. Moustapha Gabar Diop et Séléman Diallo, reportage. Nettoyer, désherber et préparer le cimetière Saint-Lazare de Dakar à la célébration de la Toussaint le 1er novembre prochain. C'est l'objectif que se sont donnés ces jeunes des différentes paroisses de Dakar à l'approche de la commémoration des fidèles défunts. C'est un grand plaisir
C'est un grand plaisir, ce cimetière est tout ce que l'on a et nous sommes tous appelés à reposer ici. Donc je pense que c'est notre devoir de venir nettoyer et faire l'entretien car tout le monde a un proche qui repose ici. Aujourd'hui, nous formons tous une seule paroisse pour faire le travail ensemble dans la solidarité. Nettoyer le cimetière fait partie de l'hommage que nous faisons à nos anciens. Comme tous les ans, ils sont des centaines de jeunes et de moins jeunes à répondre à l'appel de l'archidiocèse. C'est une journée d'investissement humain où tous les jeunes sont appelés à venir au niveau des cimetières Saint-Lazare, nettoyer les tombeaux de nos frères, nos parents qui étaient avec nous et qui nous ont quittés, et pour mieux préparer la fête de la Toussaint. Cela illustre la foi, l'engagement des jeunes chrétiens vis-à-vis de l'Église. Vous voyez, dans chaque paroisse, les jeunes s'organisent en coordination des jeunes, où toutes les activités issues de la paroisse sont sur les 3/4 menées par ces jeunes-là. On ne peut pas imaginer qu'un désherbage dans les cimetières sans la participation de ces jeunes. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, connus ou inconnus. Cette fête est l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents et parfois inattendus, mais tous accessibles. Dans ce journal, nous parlons aussi de coiffure. Des experts du Sénégal et d'ailleurs se sont rencontrés ici à Dakar. Un panel sur le traitement des cheveux naturels de la femme noire. Sophia Ba et Cherou Gaye. La célébration du cheveu crépus, c'était au Pullman à l'occasion des ateliers portés sur la coiffure, organisés par le groupe SLC. Awa Sarr, experte du domaine capillaire depuis plus de 30 ans, revient sur les grandes problématiques des jeunes femmes au Sénégal lorsqu'il s'agit des traitements de leur chevelure. On a vraiment des problèmes avec nos cheveux, nous, en tant que Sénégalaises. Le problème, c'est qu'on les agresse, nos cheveux. Quand je parle d'agression entre le tissage, le défrisage, les tresses serrées, donc ce qui fait que, comme il a bien souligné tout à l'heure, le lait, il faut dire 80%, moi je dis 80% des filles sont devenues vraiment laides. Pour M. Yohan Koé, PDG du groupe SLC, pouvoir apporter une solution cosmétique à tout un chacun est une priorité. Il préconise le bien-être avant tout. L'essentiel, c'est que chaque personne retrouve un produit qui lui correspond. Et finalement, je vais vous dire une phrase qu'on dit souvent en cosmétique, mais qui est importante, c'est finalement de se sentir bien dans soi-même. Ndiaye Sireba partage sa fierté d'être ambassadrice du cheveu crépus. Elle représente un modèle pour les jeunes filles en termes de beauté naturelle africaine. Très honorée, que d'honneur vraiment, parce que c'est bien une chose, ou si on peut dire une nouvelle attitude. Les cheveux crépus existent depuis Mathusalem, depuis la race noire, mais d'assumer ces cheveux crépus, de se sentir belle avec, c'est vraiment une nouvelle attitude avec les nappies et autres. Donc qu'ils viennent au Sénégal pour faire cet événement et qu'ils n'aient pensé à personne d'autre que moi pour en faire, surtout l'ambassadrice, pas seulement une invitée, mais l'ambassadrice, ce n'est vraiment que trop d'honneur. Ça me procure un énorme plaisir et ça permet également de plus pouvoir partager l'expérience et surtout le plaisir qu'on ressent à se sentir belle avec les cheveux crépus et l'aspect nappy. Donc je n'en suis que très honorée. Les cheveux naturels sont de plus en plus représentés en Afrique de l'Ouest, plus communément appelés mouvement nappy. Ils s'installent et gagnent en popularité. Et ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Cher Diop pour la page internationale. L'actualité internationale nous mène d'abord au Burkina Faso, où 5 hommes des forces de défense et de sécurité ont été tués dans une double attaque. Des hommes armés ont attaqué les détachements militaires de Ban dans le Lorum. Les attaques ont eu lieu au petit matin ce samedi. Selon les sources sécuritaires, les assaillants ont pu accéder aux installations de INC, mais l'attaque de Ban a été repoussée. Malgré tout, 5 militaires et policiers ont été tués au cours des 2 attaques. RDC, une nouvelle initiative est prise pour mettre un terme aux affrontements dans le Sud Kivu.
Ce samedi, le député Norbert Bassengissi Katintima a remis au Premier ministre son rapport avec plusieurs recommandations au gouvernement. Ces recommandations d'ailleurs visent à convaincre ces groupes armés qui sévissaient dans la localité à déposer les armes. Et cela passe par la mise en place d'un comité de suivi des opérations de désarmement et de réinsertion selon RFI. Norbert Bassengissi suggère également de ramener ces groupes à la table du dialogue qui ne se fera non plus seulement entre communautés mais sous l'égide du gouvernement. Brexit pour terminer, le gouvernement britannique entend proposer de nouveau un vote de ratification de l'accord à la Chambre des communes dès le début de semaine. Le Premier ministre britannique aurait pu voir ses efforts couronnés d'un vote validant son accord avec les Européens. Mais cette séance à la Chambre des communes a tourné court selon le journal Le Monde. Une majorité de 322 députés se prononçant pour un rapport de ce vote crucial et obligeant Boris Johnson à réclamer un nouveau délai du Brexit, et cette fois-ci au 31 janvier 2020, afin de se conformer à la loi Ben votée contre son gré début septembre. Merci beaucoup, cher Dieu, pour toutes ces actualités internationales. Une note de sport du football. Le Sénégal est encore éliminé par la Guinée. Cette fois-ci, c'est au tir au but, 3-0. Le Sili local s'est imposé sur la marque d'un but à 0, comme l'avaient fait les Lions il y a quelques jours à Thiès. Cette rencontre comptait pour le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Cette élimination est la troisième que la Guinée inflige au Sénégal à ce stade de la compétition. Le portrait du jour à présent, Yaman Ndiaye a 41 ans. Elle est handicapée et travaille actuellement comme couturière. Mais cette dame rêve de briser les tabous du milieu de la mode. Elle veut devenir mannequin. Nos reporters Tidiane Sissé et Séléman Diallo l'ont rencontré. Sur sa chaise roulante, rien n'indique que Yama, comme beaucoup de personnes, ne tend pas la main. Mais elle est sur le point, comme beaucoup de personnes valides, de se mettre au travail, la couture. Moi, si les gens me marginalisent, il n'y a aucun problème. Mais l'essentiel pour moi est de se battre pour ne pas tendre la main. Ce métier est une fierté pour moi, car c'est noble. Jusqu'ici, le quotidien de Yama se résume entre ses travaux de couturière et le petit commerce devant sa maison. Mais aujourd'hui, la complicité entre elle et sa fille a donné naissance à un nouveau rêve. Pour faire plaisir à cette dernière, Yama a accepté de se lancer dans le mannequinat. L'idée est venue de ma fille. L'idée de se lancer dans le mannequinat est venue de ma fille. C'est elle qui m'a dit, maman, pourquoi pas tu ne te lances pas dans le mannequinat? Je te vois loin si tu le fais. Parce que je te vois loin. J'étais en train de me connecter quand un jour j'ai vu un mannequin sur le net. Je lui ai dit, maman, il faut le faire. Ça va marcher si tu y crois vraiment. Âgée de 41 ans, elle est aujourd'hui mère de 3 enfants. Mais sa relation avec sa première fille est particulière. Et parler d'elle l'amène souvent à verser des larmes. C'est elle l'aînée de mes enfants. C'est pas facile notre vie quotidienne. Car avoir une mère qui est en situation de handicap, je sais ce que ça fait. C'est vraiment pas du tout facile. C'est pas facile d'aller. Même si elle n'a pas encore goûté aux fruits du mannequinat, Yama est aujourd'hui optimiste. Pour elle, l'essentiel est de travailler et d'avoir un régime alimentaire sain, ce qui ne peut se faire sans le sport. Pour le moment, je ne gagne rien dans le mannequinat, mais j'y crois beaucoup. Un jour, ça va venir. Je vais dire aussi, les gens doivent nous prêter attention, car nous constituons aujourd'hui 15% de la population du Sénégal. Elle travaille beaucoup pour gagner sa vie. Je ne l'ai jamais vue mendier depuis que j'ai vu le jour. Née à Kaolack en 1978, Yama est une femme handicapée qui se bat au quotidien pour gagner sa vie. Pour elle, la contrainte du handicap, c'est dans la tête. Il ne doit en aucun cas être un obstacle dans la vie, mais plutôt une force pour aller de l'avant.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la régie. À suivre hier à 20h30, Sénéwood présenté par Ibrahima Kamara et 21h, Gam Gamle avec Elhaj Gandiagne. Et pour les infos, retrouvez Babanjai à 22h30 pour Juki Pribari. Un plaisir de vous avoir accompagné ce week-end et bon début de semaine à tous.